Et je suis maintenant avec Mehdi Elafed. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Touch Sound City. Vous êtes l'un des lauréats du concours Total EDEC Entreprendre dont Bismart était partenaire il y a quelques mois. Alors l'idée de Touch Sound City, c'est de faire parler la matière pour justement pouvoir avoir des informations en termes de maintenance. Vous allez nous expliquer les applications concrètes. Mais d'abord, comment est-ce que vous arrivez à faire parler les matériaux ? D'accord, alors c'est très simple, effectivement vous avez raison, on fait parler les matériaux et on utilise un système embarqué qui va être branché sur la périphérie et ce système embarqué envoie un signal et le récupère et en étudiant le signal envoyé par rapport au signal reçu, on va être capable de faire une reconstruction du matériau. Alors à quoi ça ressemble concrètement ce système embarqué ? Eh bien, imaginez une carte de Météo France, par exemple. Vous avez des jeux de couleurs du bleu jusqu'au rouge et on va avoir la même chose, on va avoir donc notre matériau en 2D avec ce jeu de couleurs qui va montrer différentes déformations, impacts, avec des échelles qui vont varier en fonction de l'intensité de ces déformations. Parce que l'idée, c'est de pouvoir le mettre sur des matières pour qu'ensuite vous récoltiez en temps réel, à peu près, si je comprends bien, des informations sur d'éventuels impacts. Donc j'imagine que ça a des applications, par exemple, dans l'aéronautique ou dans l'automobile. Alors, il y a deux choses. Soit on peut utiliser le matériau tel quel, où on n'a pas besoin de rajouter de revêtements, et c'est là toute la subtilité de la technologie. Alors là, notamment, vous allez m'expliquer parce que... Alors imaginez, on va brancher ce système embarqué sur la voilure d'un avion, son aile, et on va être capable, grâce à ce matériau qui va devenir un système de captation, de voir en temps réel les impacts ou les bird strikes, c'est-à-dire les chocs d'oiseaux pendant le vol. Et quand l'avion atterrit, on va être capable de connaître la santé de l'appareil en temps réel et être capable de focaliser la maintenance sur les zones sensibles ou de mettre l'avion de côté s'il a subi trop de déformations. Et dans d'autres cas où le matériau est pas compatible ou pas optimal, notamment par exemple dans le ferroviaire, on va être capable de mettre un revêtement parce que c'est un matériau que nous avons nous-mêmes créé et c'est cette fois-ci ce revêtement qui va servir de système de captation. Et on va pouvoir détecter les impacts de gravier par exemple sur la carrosserie d'une voiture ou d'un train. Alors, attendez que je comprenne bien. Votre système embarqué, si vous le mettez par exemple sur la carlingue d'un avion, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à un patch que vous posez, mais dans ces cas-là, il ne prend pas l'ensemble de l'avion en considération. Comment ça fonctionne ? Du tout, c'est une carte de visite. Imaginez un petit composant électronique qui fait la taille d'une carte de visite qu'on va simplement brancher sur la périphérie de notre matériau, donc via différents points de contact sur l'aile. Et c'est uniquement comme ça qu'on va être capable de récolter les données, dans le cas où le matériau est compatible. Et si le matériau n'est pas compatible ou qu'il nécessite beaucoup de puissance de calcul, et c'est toujours difficile d'embarquer des serveurs sur un avion, dans ce cas-là, on va utiliser un revêtement de type film adhésif. Donc en fonction du cas d'usage, de la précision et surtout de la puissance énergétique ou la puissance de calcul disponible, on va jongler entre les deux solutions qui sont la même technologie, mais appliquées différemment. Alors votre film ou votre patch, finalement, c'est pas l'essentiel de la techno. La techno, elle est, j'imagine, derrière tout ce qui est logiciel pour pouvoir analyser les données que vous recevez. Tout à fait. L'innovation, la grande partie de l'innovation se situe sur deux axes. La première, c'est l'étude des caractéristiques du matériau pour en déduire des modèles mathématiques, parce que chaque matériau, chaque pièce et même le même matériau, mais avec des formes différentes, vont avoir des réactions différentes. Et ensuite, la plus grosse partie, ça va être la partie algorithmie, parce qu'on va utiliser à la fois des modèles mathématiques, dits paramétriques, c'est-à-dire qu'on connaît les paramètres de notre environnement, et aussi des modèles plus orientés intelligence artificielle, dans les cas où on ne maîtrise pas. Et on va combiner les deux, en utiliser qu'un ou l'autre, pour justement être capable de transformer les données qu'on récolte, qui sont des données abstraites, qui n'ont aucun sens physique, mais qui vont nous permettre d'en donner un sens et de connaître la force de l'impact, sa zone, l'angle de déformation par exemple. Et j'imagine que ça doit faire gagner énormément de temps en termes de maintenance, parce que si vous savez exactement où aller chercher la faille et comment la réparer, parce que vous savez quel type de faille vous allez trouver, effectivement, on gagne du temps et de l'argent potentiellement. Effectivement, je peux vous donner deux exemples concrets. Ouais. Si on prend un avion de chasse, souvent, quand il va subir un choc lié à soit pendant le vol ou soit justement dans le hangar au niveau d'une aile, ça va prendre entre 2 et 4 mois d'immobilisation pour le réparer, d'identifier et s'assurer que tout fonctionne. Ah oui. Avec notre technologie, on va être capable de focaliser la maintenance, donc de réduire ce délai. Et ne serait-ce que même si on fait gagner qu'un seul mois sur ces 3-4 mois, on va être capable de mettre l'avion en service plus rapidement. On peut appliquer le même phénomène sur un train. Pour démonter certaines pièces du train, il va nous falloir 46 heures, 72 heures. Juste pour vérifier si déjà il n'y a pas de choc. Avec notre technologie, on va pouvoir savoir s'il y a un choc et donc nous permettre de définir si oui ou non on démonte et ou si l'appareil peut continuer à être en service sans avoir besoin de perdre du temps sur le démontage. Alors c'est pour ça que j'imagine vous avez réussi à séduire des gros industriels comme Airbus ou Ariane. Vous les avez convaincus alors que vous avez qu'1 an d'existence, c'est qu'ils voient le potentiel, j'imagine, derrière. Alors,
On les a convaincus, oui et non. Ils nous ont aussi beaucoup aidés parce que, pour l'histoire, tout a commencé avant même de créer Touch City. Mon associé Anna Pugache et moi-même, on a... Qui est chercheuse, hein, c'est ça? Exactement, qui est chercheuse et qui est donc maintenant responsable de la partie technique. On a écumé les salons en tant que visiteurs pour présenter notre concept au grand groupe, et c'est Airbus et Ariane Group notamment qui nous ont posé beaucoup de questions, qui ont orienté notre réflexion et qui nous ont permis de monter en compétence et en maturité sur les difficultés de la maintenance prédictive. Ni elle ni moi ne venions de ce milieu à l'origine, et ça nous a permis de construire une proposition de valeur et de vraiment identifier en quoi notre technologie va être avantageuse, parce qu'on peut l'appliquer aux avions, mais on peut également l'appliquer sur un sol, sur une planche de surf, sur un mur, sur toutes les surfaces et tous les matériaux existants. Donc le plus gros défi de Touch City, ça a été d'identifier notre marché et d'identifier le réel besoin des industriels aujourd'hui. Et justement, vous avez des applications possibles en usine? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, quand un robot est utilisé, notamment en ligne de production, on a ce qu'on appelle une cage, c'est-à-dire une zone qui est délimitée par des barrières, des choses comme ça, des rayons infrarouges autour de la machine, qui correspond à la zone d'insécurité. Si on dépasse cette zone, le robot s'arrête instantanément, ce qui arrête la ligne de production. Ça fait donc perdre du temps et de l'argent. Avec notre solution, on peut imaginer un sol autour de la machine, et à partir du moment où vous mettez un pied dessus, la machine s'arrête, mais l'avantage c'est que ce sol va être adapté à la limite minimale à atteindre avant d'arrêter le robot, et donc réduire les risques et surtout le nombre de fois où le robot s'arrête. Donc encore une fois, un gain de temps et donc un gain d'argent. Vous avez levé il n'y a pas longtemps 1 million d'euros. On sait que évidemment ce genre de modèle et de recherche, ça nécessite effectivement beaucoup de temps. Je crois que votre associé elle bosse dessus depuis déjà 2015 ou quelque chose comme ça. Donc comment est-ce que vous envisagez la suite? Vous allez faire beaucoup de levées de fonds comme on peut le voir par exemple dans la deep tech en général? Alors non, justement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de sociétés deep tech qui s'orientent vers un gros modèle de R&D pendant très long et ensuite qui commercialisent. Malheureusement, dans certains cas, le produit n'est pas adapté au marché. On n'a pas assez bien étudié les besoins, et donc on se retrouve avec une société qui a fait beaucoup de levées de fonds et qui s'arrête brutalement du jour au lendemain. Nous, chez Touch City, ce n'est pas notre objectif. Donc, dès aujourd'hui, on commence déjà à générer du chiffre d'affaires en réalisant des prototypes avec des industriels, des prototypes qui sont accessibles et qui leur permettent, dans un premier temps, d'évaluer la technologie, mais surtout d'évaluer la faisabilité et si ça répond à un réel besoin. Ce qui nous permet, en parallèle de notre R&D, de monter en maturité et d'orienter notre produit vers un produit qui va répondre à un réel besoin. Donc, on a l'avantage de commencer déjà des productions, des petites séries, et en parallèle d'avancer notre R&D. Et qu'avec des gros industriels, ou vous allez cibler aussi des TPE, PME? On cible, alors les TPE c'est toujours un peu plus difficile malheureusement, mais on cible PME, ETI et grands groupes. Tout va dépendre du cas d'usage. Avec les grands groupes, on va s'orienter sur des cas d'usage qui sont très longs à développer, mais qui répondent à un réel besoin. Et avec les PME, on va s'orienter vers des cas d'usage qui sont un petit peu plus accessibles, qui sont plus simples à développer, qui vont nous permettre d'industrialiser la technologie, on l'espère, d'ici 2023-2024. Merci beaucoup Mehdi El Hafed. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Touch City.